Balbec 3, lu par Laurence Grenier, une version abrégée de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Quand c'est du Proust, je mets ma plume à l'oreille. Trois arbres me faisaient signe avec leurs branches qui semblaient s'agiter comme des bras qui m'appelaient. Je voulus essayer de découvrir quel souvenir essayait de revenir à la surface de ma conscience. Quelle était la source de ce plaisir intense que je n'éprouvais que rarement et dont je sentais que je devais le créer moi-même. Je fermai les yeux, mais n'étant pas seule, je ne réussis pas à descendre suffisamment en moi-même pour comprendre ce que les arbres me disaient. Nous traversâmes des bois. L'invisibilité des innombrables oiseaux qui s'y répondaient tout à côté de nous dans les arbres donnait la même impression de repos qu'on a les yeux fermés. Et quand, par hasard, j'apercevais l'un de ces oiseaux qui passait d'une feuille à l'autre, il y avait si peu de lien apparent entre lui et ses chants que je ne croyais pas voir la cause de ceci dans ce petit corps sautillant, étonné et sans regard. Nous rentrâmes par une vieille route traversant les bois de chantrenne et canteloup. Cette route, qui n'avait rien de charmant pour moi la première fois que nous l'avions empruntée, devint, avec les années passant, une source de joie ressentie à chaque découverte d'autres routes qui lui ressemblaient et qui, aussitôt grimpées, me ramenaient directement à cette promenade de ma jeunesse. Nous arrivions souvent à l'hôtel après la tombée de la nuit, et je récitais à madame de Villeparisis quelques beaux vers de grands poètes. Elle semblait étonnée de mon admiration, évoquant les ridicules de Chateaubriand, qui avait souvent voyagé avec son père, ou le snobisme de Vigny, ou le culot qu'avait eu Balzac de décrire des milieux où il n'avait pas réussi à s'introduire. Le personnel de l'hôtel, avec ses lumières maintenant rassurantes, nous attendait. Comme j'avais très faim, je ne remontai pas dans ma chambre, devenue coutumière, et nous attendions dans le hall que le maître d'hôtel nous annonça que nous étions servis. À cet instant-là, madame de Villeparisis perdait de son naturel par trop de politesse en ces moments publics où son éducation d'aristocrate lui rappelait qu'elle devait montrer aux bourgeois qu'elle était restée simple, un signe de sa caste. Une fois remontée dans ma chambre, je discutais avec ma grand-mère, dont je voulais toujours connaître l'opinion avant de juger quelqu'un, de l'importance que la naissance semblait avoir pour la marquise, malgré ses dénégations. La conversation dériva sur le fait que je ne pourrais pas vivre sans elle, mais elle insista que je pourrais en fait être heureux, même si elle s'absentait des heures, des mois, des années, et son angoisse pour moi me fit de la peine. Le lendemain, l'heure de rien, je ramenai la conversation sur l'éternité et la réunion probable des âmes dans l'au-delà. Nous apprîmes que la marquise ne pourrait plus nous voir autant. Un jeune neveu, officier à Doncières, ville de garnison voisine, devait rester en congé avec elle quelques semaines. Elle nous en parlait comme d'un être non seulement très intelligent, mais avec un cœur d'or. Je me l'imaginais devenir mon ami, et m'attristais déjà à la nouvelle qu'il était la proie d'une jeune femme de peu qu'il adorait. Un après-midi, j'aperçus un très beau jeune homme, grand, mince, blond, en costume blanc cassé, marchant vite, la tête haute, le monocle tombant de ses yeux bleus. Le marquis de Saint-Loup-en-Bray, réputé pour sa grande et élégante beauté. Certains le trouvaient efféminé, lui qui aimait les femmes avec passion. C'était le neveu. Les jours suivants, quelle déception! Il m'ignora, passa près de ma grand-mère et moi avec un air glacial d'intolérance. Malgré les paroles de sa tante au sujet du bon cœur de Saint-Loup, je pensais combien méchante et orgueilleuse sa vraie nature devait être. Un jour, rencontrant neveu et tante dans un chemin si étroit que madame de Villeparisis fut obligée de me présenter, il me tendit un bras étiré comme pour mettre la plus grande distance entre lui et moi. Le lendemain, ayant reçu sa carte, je fus tout étonné de découvrir qu'il désirait causer avec moi de littérature et qu'il aimerait me voir de longues heures, me montrant beaucoup de sympathie. C'est ainsi que je découvris que son salut raide lui venait automatiquement et sans plus d'intention que ses beaux cheveux blonds. Et Saint-Loup se transforma
en un aimable habit plein de prévenance à mon égard. Je découvris bientôt que, malgré son apparence et ses manières, il avait du respect pour les choses intellectuelles, des idées socialistes et un grand mépris pour sa caste. Je le trouvais même un peu trop sérieux, et quand j'aurais aimé connaître plus de détails de la vie de son père, le comte de Marsante, dont j'avais lu qu'il avait été l'élégance personnifiée d'une époque révolue et qu'il était mort jeune. Il n'aimait parler que des choses plus intelligentes et ne comprenait pas que moi, qu'il pensait supérieur à lui-même, puisse être intéressé par les frivolités qui ravissaient mon imagination. Saint-Loup, Saint-Loup plut tout de suite à ma grand-mère, car il possédait la qualité qu'elle préférait en toutes choses, dans les jardins, dans la musique ou dans l'élégance et l'expressivité du visage de Saint-Loup, le naturel. Elle adorait par-dessus tout sa façon de montrer comme il m'appréciait, et la prévenance avec laquelle il me ménageait, guettant mes malaises ou mes humeurs, et démontrant ainsi son affection pour moi. Il parlait maintenant de notre amitié comme quelque chose d'indépendant de nous et qu'il trouvait délicieux. J'étais embarrassée car je ne trouvais ce genre de bonheur que lorsque j'étais seule. Quand je passais quelques heures à discuter avec Robert de Saint-Loup, je me reprochais de ne pas avoir passé ce temps à travailler. Mais je me persuadais aussi que je devais me réjouir d'avoir un ami qui m'admirait, que je pourrais exercer mon amitié mieux que si j'avais un sentiment profond. J'aimais également voir en Robert un spécimen du noble qui ressortait dans sa nature, contre sa volonté, et cette découverte dans sa personne me remplissait d'une joie d'intelligence, comme on prendrait plaisir à contempler une œuvre d'art. Ses idées socialistes, son mépris pour sa caste, lui faisaient fréquenter des étudiants qui le voyaient pour ses origines, tout en prétendant y être indifférent, tandis que ses intentions à lui étaient pures. Nous tombâmes à la plage sur mon ancien camarade Bloch, qui se plaignit du nombre excessif des Juifs à Balbec. Bloch promit à Robert de venir le voir à l'hôtel, ce qui ne m'enchanta guère. Il se trouvait en villégiature avec toute sa colonie juive, sœurs, parents, cousins, tous vulgaires et bruyants, et qui, sentant qu'ils n'étaient pas acceptés, voyant en cela de l'antisémitisme, se refermaient sur eux-mêmes, en un groupe impénétrable, que d'ailleurs personne n'aurait eu envie de pénétrer. Il me présenta ses sœurs qui l'idolâtraient. Bloch me disait des choses gentilles, mais son défaut était un manque de manières. Il ne s'en apercevait donc pas et n'avait aucune idée qu'il puisse choquer, ce qui est l'apanage de tout défaut, et qui peut fleurir chez un personnage parfait à tout autre égard. Un bon exemple. Ne jamais parler de soi, car le jugement que les autres portent sur nous risque fort de ne pas concorder avec notre opinion. Ajoutez à cela que l'on a tendance à dénoncer chez autrui et que l'on note particulièrement nos propres défauts, comme si indirectement on parlait toujours de soi, mélangeant le pardon à la confession. Bloch me parla du snobisme dont j'étais affligée, mais à ma réponse que je trouvais cette remarque mal aimable, il rétorqua qu'il était tout chagriné de m'avoir fait du mal. Sa conversation était inégale et son jugement m'avait paru tout à fait incompréhensible jusqu'au moment où je rencontrai son père. Je ne pensais pas avoir jamais l'occasion de le voir, car Bloch avait dit du mal de moi à Saint-Loup et à moi du mal de Saint-Loup, ce qu'il avoua en nous parlant chacun à part, en jurant par Zeus à Saint-Loup qu'il l'avait dénigré exprès pour que je le lui répète, mais qu'il l'aimait et qu'il était prêt à donner sa vie pour lui, tandis qu'à moi il confia qu'il avait parlé à Saint-Loup dans mon intérêt pour me protéger de certaines relations mondaines qui me nuisaient. Il ponctuait toutes ces explications tordues de « je te le jure » pour la seule joie de mentir. Je ne le croyais pas, mais je ne lui en tenais aucune rigueur, incapable que j'étais de condamner quiconque, car je tenais cette indulgence de ma grand-mère et de ma mère. Bloch n'était pas foncièrement mauvais, et il faut choisir entre des brutes qui ne vous cachent pas leurs sentiments et une autre sorte d'homme, charmant et compréhensif lorsqu'il vous parle, mais qui vous poignarde dès que vous avez le dos tourné. Je préfère la compagnie de ces derniers, pour leur agrément, sinon pour leur valeur morale. Bloch attribuait la peine qu'il avait lorsqu'il pensait à moi à son côté assez juif, diminuant ainsi à une quantité minuscule la part de son sens sémite.
Toutes ces confidences cachottières faites à moi et à Saint-Loup aboutirent à une invitation à dîner dans sa famille. Après, je suppose que notre camarade est tenté de n'avoir que Saint-Loup. Cher maître, et vous, cavalier aimé d'Arès, de Saint-Loup-en-Bray, dompteur de chevaux, puisque je vous ai rencontré sur le rivage d'Amphitrite, résonnant d'écume près des tentes des meuniers aux nefs rapides, voulez-vous tous deux venir dîner un jour de la semaine chez mon illustre père au cœur irréprochable? Il nous invitait dans l'espoir, par Saint-Loup, de pénétrer dans un milieu aristocratique, soit qui, chez moi, lui aurait paru du snobisme, mais qui, chez lui, s'habillait d'une curiosité à portée littéraire. Quand Bloch annonça qu'il amènerait à dîner le marquis de Saint-Loup-en-Bray, son père usa d'un juron qui, chez lui, exprimait une grande déférence. Ah, bougre! Admiratif pour ce fils dont il ne pensait pas que du bien. Ne vivait-il pas dans l'admiration de Lecomte de Lisle et Hérédia? Mais être ami avec le fils d'un ancien président du canal de Suez? Le père pensa, pour cette soirée, faire venir le stéréoscope qui impressionnait toujours ses invités, mais il n'en avait pas matériellement le temps avant le dîner. En fait, il en aurait eu le temps, car Saint-Loup dut reporter l'invitation, attendant la visite d'un oncle qui devait passer 48 heures auprès de madame de Villeparisis. Le moment de son arrivée exact n'était pas connu, car il venait à pied du château où il venait de séjourner. Saint-Loup, pour être sûr de ne pas rater l'arrivée de son oncle Palamède, prénom hérité de ses ancêtres princes de Sicile, me demanda d'aller poster au bureau télégraphique le message qu'il envoyait tous les jours à sa maîtresse. Il me renseigna sur l'accès très difficile de cet oncle, qui, même au sein d'une noblesse très fermée, était dédaigneux et formait avec sa belle-sœur et quelques autres membres le cercle du Phénix. Même au Jockey Club, il avait une liste de 200 membres dont il refusait qu'on les lui présentât. Saint-Loup me parla de la jeunesse de cet oncle, qui partageait alors une garçonnière avec 2 autres jeunes hommes aussi beaux que lui, et où les femmes défilaient. On avait surnommé les amis les Trois Grâces. Un homme, maintenant très en vue dans la bonne société du boulevard Saint-Germain, demanda à l'époque à Palamède de l'emmener dans sa garçonnière, mais au lieu d'y faire des avances aux femmes, c'est à l'oncle qu'il en fit. Les 2 amis appelés à la rescousse aidèrent Palamède à corriger l'intrus. Après l'avoir déshabillé, ils le battirent jusqu'au sang, le jetèrent dans la rue à demi-mort. La victime eut toutes les peines du monde à empêcher la justice de suivre son cours. Mais maintenant, jamais il ne fera plus une telle chose, et, hautain avec les gens du monde, il était d'une grande beauté avec toutes sortes de gens du peuple. Et mon ami d'ajouter, c'est même le côté assez gentil qu'il y a chez lui, par contraste avec le côté mondain. Saint-Loup appartenait en effet à ce genre de jeunes gens du monde, situé à une altitude où on a pu faire pousser ses expressions. Ce qu'il y a même d'assez gentil chez lui, son côté assez gentil. Son oncle donnait le ton à toute la société de sa jeunesse. Il faisait ce que bon lui semblait, mais se trouvait tout de suite imité par les snobs. Son élégance, ses maniérismes, ses goûts, tout était copié. Il avait dû avoir toutes les femmes, bien qu'on ne sache pas exactement lesquelles, et il était toujours charmant avec sa propre épouse, disparue très tôt, et dont il avait été très aimé. Il allait d'ailleurs sur sa tombe très souvent.